Bonjour à tous, merci. Vous m'entendez bien? Merci à vous d'être venus en effet aussi nombreux. Je remercie beaucoup Monsieur le recteur, chancelier des universités, de son accueil, Monsieur le doyen, Monsieur l'inspecteur pour sa présentation et Madame Troba pour l'organisation de cette conférence et du cycle. Donc le titre en est La mémoire, les jardins de l'intelligence, découverte récente en psychologie de l'enfant et en sciences du cerveau. Alors, la métaphore des jardins s'impose en quelque sorte lorsque on ne travaille pas directement sur la mémoire, mais sur le développement cognitif de l'enfant, parce que, en quelque sorte, la mémoire a un aspect très cristallisé, c'est-à-dire ce que l'on cultive à l'école de façon assez linéaire, cumulative et qui est fondamentale, toutes les connaissances générales sur le monde. Et donc l'enfant peut évoluer dans la mémoire et construire son intelligence par cet aspect très cristallisé, mais la promenade peut aussi être un peu différente, plus fluide, plus flexible, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence fluide, avec l'idée que dans un jardin, il peut aussi y avoir des chemins différents pour atteindre le même but. Et là, on touche à une notion, la première que je voudrais introduire, qui est assez fondamentale en biologie et en psychologie, qui s'appelle la vicariance. Et vous savez que, par exemple, pour un organe autre que le cerveau, ce qu'on appelle la vicariance, c'est la suppléance fonctionnelle d'un organe par un autre. C'est-à-dire que pour atteindre le même but, la même fonction, on puisse utiliser un autre organe. La métaphore vaut aussi dans le cerveau de l'enfant, c'est-à-dire qu'on peut, avec des stratégies cognitives, des chemins cérébraux différents, atteindre le même but, et que donc cela crée de la variabilité entre les enfants, ce qu'on appelle la variabilité interindividuelle, qui reste vraie chez l'adolescent et l'adulte, et aussi une variabilité chez le même enfant, selon les situations, les contextes, qu'on appelle la variabilité intra-individuelle. Et tout ça, c'est ce que vous devez gérer au quotidien, et c'est ce que l'on appelle l'intelligence fluide, c'est-à-dire la capacité d'être vicariant. Et ces deux formes d'intelligence, cristalliser les connaissances générales et l'intelligence fluide, qui est plutôt le raisonnement, la flexibilité, doivent se co-construire dans le cerveau, et c'est ce qui va faire qu'en quelque sorte la mémoire va être vivante, animée, intelligente. Et de ce point de vue-là, on se promène avec son intelligence en construction dans la mémoire, comme on peut se promener dans un jardin de façon très linéaire ou de façon plus fluide, vicariante et biscornue. Alors si l'on en vient à ce qui est en filigrane de ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire la façon dont on peut penser le développement de l'intelligence et le développement cognitif chez l'enfant, cette idée de cheminement dans un jardin qui peuvent soit être très réguliers, cristallisés et linéaires, vous rappelle sans doute, pour vos cours lors de vos formations initiales, les modèles classiques du développement cognitif, comme celui du célèbre psychologue suisse Jean Piaget, qui a dominé cette discipline au XXe siècle. Et vous savez que Piaget a décrit, à travers les âges, ce qu'on peut résumer par la métaphore de l'escalier, une succession très linéaire et hiérarchique de stades cognitifs, de stades du développement de l'intelligence, qui part du stade numéro 1, sensorimoteur chez le bébé, où l'intelligence passe par le sensoriel et le moteur, et qui arrive jusqu'au stade numéro 4 chez l'adolescent et le jeune adulte, qu'on appelle la logique, la pensée abstraite, hypothético-déductive, avec entre les deux ces opérations de dénombrement, de catégorisation, qui se construisent de façon d'abord concrète avant qu'elles ne deviennent formelles. Donc une partie de ce à quoi les enseignants sont exposés face à leurs élèves en classe, une partie du développement cognitif, suit bien ce schéma-là, c'est-à-dire qu'il y a bien un aspect cumulatif, linéaire, dans le progrès intellectuel de l'enfant, comme dans le progrès des sciences en général, dans l'histoire de l'humanité. Mais l'exploration actuelle du cerveau fait découvrir que les choses sont un peu plus complexes et qu'il y a simultanément, ce que vous voyez sur le schéma de droite et le jardin qui devrait réapparaître, vous avez simultanément un développement intellectuel de tous les enfants, dans toute leur variabilité évoquée tout à l'heure, qui est aussi dynamique et non linéaire. C'est-à-dire que très tôt, dans certains domaines, le nombre, par exemple, aussi étonnant que ça puisse paraître, dès 4-5 mois, les bébés ont des capacités numériques qu'on est capable de déceler grâce à des outils nouveaux liés à la vidéo, à l'ordinateur, à l'imagerie cérébrale, et ont, par exemple, vous voyez la stratégie 1 sur le schéma de droite, déjà des potentiels très importants
dans des domaines, y compris logico-mathématiques, mais qui ne passent pas par le langage, qui passent par exemple par la surprise visuelle que l'on peut mesurer face à des événements arithmétiques possibles ou impossibles qu'on présente à un bébé dans un théâtre de marionnettes. Donc à la fois certaines compétences très précoces qui peuvent ensuite s'effondrer, disparaître lorsqu'elles doivent se reconstruire à des niveaux différents, symboliques, linguistiques, qui peuvent entrer en compétition avec d'autres apprentissages qui vont se faire, et du coup un cheminement plus tortueux, moins linéaire, plus biscornu, qui exige de la part de l'enfant et de l'éducation qu'on lui donne l'exercice de la flexibilité, de la vicariance, pour quelquefois activer une stratégie ou inhiber une autre stratégie qui passe devant, qui est prédominante et qui fait que les choses sont un peu plus difficiles pour l'enfant et pour l'éducateur que de simplement suivre de façon linéaire les marches d'un escalier qui seraient les grands stades intellectuels corrélés directement aux âges de l'enfant. Et ce sont ces notions assez générales que je vais vous décrire avec des exemples extrêmement concrets sur lesquels nous pourrons discuter. La seconde partie de la conférence pourra, si vous le souhaitez, être très interactive. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aujourd'hui une discipline qui ne fait que cela, avec toute la quantité de travail évoquée tout à l'heure, dans les laboratoires du CNRS, dans les enseignements que l'on donne, dans les recherches que l'on fait à la fois avec des techniques très simples, de type papier-crayon, telles qu'on peut les faire sur une table ou en classe, avec aussi des technologies aujourd'hui extrêmement perfectionnées, comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, qui existent, ainsi que vous le savez, dans les hôpitaux, mais aussi dans les laboratoires de recherche fondamentale. Et on peut aujourd'hui, grâce également à l'ordinateur, combiner toutes ces techniques d'observation avec des enfants assez jeunes. Dès les expériences que je vais vous présenter ont été réalisées à tous les âges du développement, mais dès la grande section de l'école maternelle, on peut essayer de comprendre comment se développe l'intelligence dans le cerveau de l'enfant, quels sont en effet les stades, l'aspect linéaire, cumulatif, et quels sont aussi les aspects plus dynamiques et non linéaires qui exigent que l'enfant apprenne à sélectionner la bonne stratégie au bon moment. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui peut nous permettre aujourd'hui de mieux appréhender ce que vous constatez au quotidien, c'est-à-dire les écarts entre les performances des enfants. Un enfant qui est capable de faire quelque chose la veille, qui ne le peut plus le lendemain. Donc tout l'aspect non cumulatif et non linéaire, les décrochages qui sont un sujet particulièrement brûlant et qui peuvent justement faire qu'il se passe des phénomènes chez l'enfant qui ne correspondent pas à une logique linéaire et cumulative. Donc la discipline qui réalise ce travail dans le champ des connaissances scientifiques s'appelle la psychologie expérimentale du développement cognitif des enfants, dont une fois de plus le grand fondateur, pionnier au XXe siècle a été le psychologue suisse Jean Piaget, qui à l'époque utilisait des techniques comportementales, c'est-à-dire l'observation des réponses motrices, des réponses verbales, des dessins, qu'on utilise toujours aujourd'hui, mais en y ajoutant par exemple la chronométrie mentale, le temps que l'enfant met pour répondre, calculé en dizaines de millisecondes et qui peuvent nous permettre de définir cet aspect soit séquentiel, soit dynamique et non linéaire des processus qui se déclenchent dans son cerveau. Ou encore, comme vous le voyez sur cette image, l'imagerie par résonance magnétique, où l'enfant peut, alors qu'il est dans une caméra qui visualise l'activité de ses neurones, réaliser une tâche cognitive des plus scolaires, donc les plus en adéquation avec la réalité pédagogique. Toujours dans l'introduction générale, après avoir illustré le fait qu'on peut imaginer des trajectoires de développement cognitif différents, que tout cela habite et organise la mémoire, le développement cognitif, c'est encore un terme trop général pour réaliser des recherches expérimentales ou des observations plus précises. C'est le terme actuellement utilisé comme cognition pour un terme beaucoup plus classique et ancien qui est celui de l'intelligence. C'est strictement synonyme. On a démystifié cette notion par rapport au QI, dans la mesure où toutes les stratégies cognitives sont une forme d'intelligence multiple, qui peut être visio-spatiale, qui peut être logico-mathématique, qui peut être musicale, qui peut être émotionnelle. Les vagues que je vous montrais tout à l'heure sur le schéma, ce sont différentes formes de stratégies cognitives ou intellectuelles qui se développent. Mais ces notions générales doivent encore être précisées pour comprendre exactement ce que l'on étudie en psychologie du développement cognitif. Alors, je vais vous faire un bref résumé qui va du bébé à l'âge adulte, avec ces grands principes fondamentaux dont je vous donnerai ensuite deux illustrations de recherches très concrètes
que l'on réalise chez le jeune enfant et ensuite chez l'ado et l'adulte. Alors, le principe de base que vous voyez apparaître en bas de cette diapo, c'est l'objet. Le jeune bébé qui arrive au monde, s'il voit cette bouteille comme vous la voyez tous, là votre cerveau est en train de faire une activité de perception visuelle de cette bouteille d'eau, je la fais disparaître derrière moi, il est évident pour vous tous qu'elle continue d'exister. C'est ce qu'on appelle le principe de permanence de l'objet. Un jeune bébé, jusqu'à quelques mois, considère que l'objet n'existe plus lorsqu'il échappe à sa perception immédiate. Donc c'est la première chose que le cerveau construit au tout début de la vie, bien avant qu'il n'arrive chez vous à l'école, c'est la permanence de l'objet. Vous comprenez que c'est essentiel, c'est ce qui va permettre au cerveau humain de passer du continu au discontinu. Dans cette salle, là où je vous vois très nombreux, donc il y a une multitude d'objets humains, il y a un certain nombre d'objets physiques, cette bouteille d'eau, cette montre, la caméra. Donc je suis tout à fait capable de découper l'environnement qui m'entoure, donner de l'ordre, de la cohérence de façon discontinue. C'est donc la brique de base du développement de l'intelligence. En même temps, vous imaginez ce qui va se passer dans le cerveau d'un bébé dont l'environnement devient discontinu et composé de multiples objets physiques et humains permanents. Ça va créer des tas d'activités nouvelles qu'on ne fera que déployer tout au long de sa vie. On va pouvoir quantifier, alors je ne sais plus dans quel ordre je les ai inscrits, oui, on va pouvoir quantifier ces objets multiples. Ce sera l'émergence du nombre, dont je vous indiquais tout à l'heure qu'il y a déjà des formes de traitement numérique des objets dès 4-5 mois si on a le bon moyen d'observation de l'activité de détection visuelle du bébé. Donc le nombre, traitement quantitatif des multiples objets unique et permanent. Et ce traitement quantitatif va évidemment, à travers la culture et l'école, conduire, dans ses formes les plus achevées, aux mathématiques. Il faut savoir que ça commence très très tôt et que toute une construction se fait autour du nombre, et c'est pourquoi vous avez dans les laboratoires du CNRS ou d'autres laboratoires qui étudient le développement cognitif, beaucoup de recherches qui portent sur ce qu'on appelle le nombre, les capacités numériques dans la mémoire de l'enfant. D'autres recherches vont porter sur la permanence de l'objet. D'autres recherches encore vont porter non pas sur le traitement quantitatif des objets, leur nombre, mais sur le traitement qualitatif, la forme, la couleur, la fonction. On a tous fait, étant petit, des collections d'objets divers. Et cette activité-là, qu'on appelle la catégorisation, va, elle, conduire à travers la culture et l'école, dans sa forme la plus abstraite chez l'adulte, aux taxonomies, à tout ce qui est de l'ordre des taxos ou taxonomies. Vous savez que les deux termes sont synonymes. C'est l'équivalent des mathématiques par rapport au nombre pour la catégorisation. Et le cerveau des bébés, ensuite des enfants d'âge préscolaire et scolaire, des ados et des adultes, ne cesse en fait tout au long de sa vie que de faire du traitement quantitatif, nombre, et ou qualitatif, catégorisation d'objets physiques et humains multiples et permanents. Et pendant une période assez longue du développement, ces traitements quantitatifs ou qualitatifs des objets portent essentiellement sur du concret, comme les exemples que j'ai évoqués, que le concret soit perçu ou qu'il soit gardé en mémoire, et notamment dans ce qu'on appelle la mémoire de travail, les objets auxquels on pense ou sur lesquels on réfléchit ici et maintenant. Et à un moment donné du développement, notamment à l'adolescence, ces traitements quantitatifs et ou qualitatifs des objets concrets pourront aussi porter sur des idées, des hypothèses, des propositions logiques. Et c'est le moment où le cerveau humain accède à son mode le plus, on va dire, subtil, le plus développé, qui est le raisonnement hypothético-déductif, ce que l'on fait en permanence. Pour arriver ici, vous avez dû faire des hypothèses sur la localisation, des déductions sur le chemin que vous alliez prendre, et ce qui se fait évidemment en sciences, comme vous le savez aussi bien que moi, et dans toutes les didactiques des disciplines scientifiques. Donc le raisonnement hypothético-déductif est au cœur non seulement des sciences, de la vie économique, politique, administrative, et aussi très quotidienne. Là, vous avez déjà une définition plus précise de ce qu'on appelle le développement cognitif et le développement de l'intelligence. Ça ne correspond pas vraiment au programme scolaire. Néanmoins, vous ressentez bien qu'à travers les programmes scolaires, c'est bien la permanence de l'objet, le dénombrement, la catégorisation et le raisonnement que l'on exerce et qui sont en quelque sorte les concepts fondamentaux cognitifs dont il faut exercer la qualité et l'efficience tout au long du développement et de la scolarité.
pour garder en mémoire les deux schémas que je vous avais présentés, linéaire et hiérarchique, ou dynamique et non linéaire, il faut superposer les deux. Il faut savoir que dans chacun de ces domaines qui constituent une architecture cognitive, dans chacun de ces domaines, la construction va pouvoir être par stade et palier, et en même temps, il y aura des régressions, des progrès fulgurants qui font ces fameuses vagues de systèmes dynamiques non linéaires et qui expliquent qu'en effet, vous pouvez avoir un bébé très compétent sur le plan numérique, au niveau visio-spatial, et qui va être un enfant qui aura des difficultés à l'école maternelle à réapprendre les mêmes nombres parce que d'autres apprentissages se font en même temps, entrent en compétition et créent de la complexité. Alors, avant de passer aux exemples, il y a aussi un côté information, diffusion grand public de la sociologie, de la recherche. C'est le laboratoire que vous avez sous les yeux que j'ai la chance de diriger, qui est dans l'ancien labo, premier laboratoire français de psychologie expérimentale au XIXe siècle, où Alfred Binet avait été missionné à l'époque par le ministre de l'Instruction publique. C'était juste au début de, vous savez, l'école républicaine obligatoire, d'identifier dans les classes les enfants différents, les enfants en difficulté. Binet y a conçu, au 4e étage de la rue Saint-Jacques, où nous sommes toujours, a conçu les premières échelles d'intelligence qui sont devenues les fameux QI. Alors aujourd'hui, on ne mesure plus tout à fait les choses en termes de QI, il y a une plus grande diversité de modèles, comme j'ai commencé à vous l'introduire, mais il y a une continuité dans ce souci pour les recherches, et la réunion d'aujourd'hui le démontre. Il y a toujours un intérêt fort de l'éducation nationale pour rester au plus près des découvertes avec les technologies nouvelles sur les différents chemins que peuvent emprunter les enfants pour apprendre. Nous allons reprendre toutes ces notions maintenant de façon extrêmement concrète sur des exemples précis du bébé à l'âge adulte. Cette architecture cognitive, donc objet, nombre, catégorisation, raisonnement, va se construire à travers les interactions sociales, culturelles, mais l'organe qui est au cœur de tout cela, vous l'avez compris, il est difficile de le nier, c'est le cerveau. Le cerveau est l'organe de la pensée, l'organe de l'apprentissage, et sans cerveau, hélas, on n'apprend pas, on n'est pas adapté cognitivement au sens où l'intelligence est une forme d'adaptation qui est aussi biologique à notre environnement et culturel. Lorsque l'enfant naît, dès la naissance, c'est une des grandes découvertes des neurosciences au cours des dernières décennies, le bébé est capable d'imitation néonatale dès les premières minutes de vie. C'est-à-dire que si, ce que je ne ferai pas, monsieur le recteur, si je vous tirais la langue et que vous étiez les uns et les autres des bébés, très rapidement, vous commenceriez à me tirer la langue, c'est-à-dire à imiter. Si on change le modèle, qu'on ouvre et on ferme la bouche, qu'on appelle la protrusion de la langue, on voit que le bébé va changer de modèle, suivre le rythme que vous lui imposez. Ça paraît anecdotique, c'est essentiel. Parce que ça veut dire que dans le cerveau du bébé, il y a déjà des mécanismes dès la naissance d'appariement intermodaux, c'est-à-dire entre modalités sensorielles différentes. Le bébé perçoit visuellement une langue qui se tire et va reproduire le mouvement de la langue, qui va déjà faire un lien entre l'intelligence visuelle et kinesthésique, celle du mouvement. Alors que, sauf avoir une langue très longue et un nez très petit, il ne voit pas sa langue lorsqu'il la sort. Donc il y a déjà un appariement entre des modalités sensorielles tout à fait différentes, vision et mouvement, qui se fait dans le cerveau. Première leçon, ça veut dire que le cerveau humain est dès la naissance, et sans doute avant déjà au niveau, on va dire, sensoriel et auditif, mais en tout cas dès la naissance, un détecteur de régularité. Et d'emblée, le cerveau détecte des régularités, apprend, et est en quelque sorte gourmand d'intersubjectivité. Il interagit avec l'humain, il y a un goût pour l'humain, un goût des autres, et ce phénomène est appelé en neurosciences la résonance motrice, parce que ça passe d'abord par la motricité, et ce que vous voyez dans les cerveaux de droite, c'est que la première colonne, c'est l'enfant qui imite, et la colonne de droite, c'est l'enfant qui est imité. Donc ce jeu, soit j'imite, soit je suis imité. Les résultats sont les mêmes chez le très jeune enfant et chez l'adulte. Il y a donc d'emblée une organisation du cerveau humain qui est ainsi faite. Et vous constatez, sans nécessairement connaître quoi que ce soit à l'anatomie cérébrale, que les réseaux sont identiques si l'on imite ou si l'on est imité. C'est ce qui est appelé le phénomène donc, de résonance motrice, qui fait que dès la naissance, le cerveau humain est adapté pour rentrer en résonance avec les autres. Elle est motrice parce que c'est le premier mode d'expression du bébé. Elle deviendra ensuite plus cognitive, plus sociale. Tous les phénomènes d'empathie, de sympathie, les réseaux sociaux dont on parle beaucoup actuellement, ce sont des phénomènes de résonance.
Et ça vous permet de comprendre que le cerveau est d'emblée plastique, d'emblée réceptif. Il est programmé génétiquement, personne n'en doute. Il ne faut pas avoir peur ni du cerveau ni de la génétique. Mais on voit sur cet exemple très concret que le cerveau est d'emblée programmé pour apprendre et pour être réceptif à ce que lui donne la culture. Et tirer la langue, c'est déjà une forme d'apprentissage culturel. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre, mais ça veut dire qu'il est réceptif à ce que l'environnement humain qui l'entoure lui suggère. Et ce phénomène de résonance motrice du cerveau, qui prendra une fois de plus des formes plus abstraites et intellectuelles ensuite, est donc au fondement de l'apprentissage culturel humain. Heureusement, on ne passera pas toute sa vie à imiter. C'est pourquoi je vais beaucoup vous parler ensuite de la notion d'inhibition, c'est-à-dire qu'il faut aussi être capable de résister, d'inhiber à ce qui est provoqué par l'environnement. Et ce double jeu d'inhibition et d'activation va permettre cette vicariance dont je parlais tout à l'heure entre des stratégies plus ou moins dominantes. Le cerveau qui permet donc cet apprentissage socio-émotionnel dès la naissance est néanmoins un organe biologique, donc très déterminé, très programmé en partie. Et il y a des descripteurs maintenant très précis de ce qu'on appelle la maturation cérébrale. Ce que vous voyez sur ces courbes qui se chevauchent, on part de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Les images que vous avez à droite, c'est la traduction des courbes en images colorées avec un code couleur. La première info qu'il faut ressortir de ce schéma, c'est que les courbes d'abord sont ce qu'on appelle, pour les mathématiciens, des courbes en U inversées. Pourquoi s'agit-il de courbes en U inversées ? Parce que notre maturation neuronale commence toujours, dans tout notre cerveau, par une explosion, une multiplication synaptique, c'est-à-dire qu'il y a plein de potentiel, et à un moment donné, on va apprendre. Et le rôle de l'apprentissage et de l'éducation va faire que dans le cerveau, on va sélectionner. Et notre cerveau a un grand potentiel. Par exemple, les bébés qui naissent sont susceptibles de parler toutes les langues du monde. C'est quelque chose de très bien établi. Néanmoins, selon l'environnement linguistique qu'ils vont avoir, une ou deux langues, ils vont réduire leur potentiel, mais c'est cette réduction qui va leur permettre de se spécialiser et donc d'apprendre. C'est vrai pour le langage et c'est vrai pour tous les domaines que j'évoquais tout à l'heure, le nombre, le raisonnement, la catégorisation et le raisonnement. On apprend, on se spécialise et donc ça élague dans le cerveau. Et cette diminution des courbes est un signe positif. C'est l'effet de l'éducation, c'est l'effet de l'apprentissage. Deuxième message, c'est qu'on a beaucoup dit ou cru que cette maturation neuronale se faisait uniquement au tout début de la vie, chez le bébé. Les premiers modèles et tout ce qu'on enseignait en médecine, en biologie, cela a toujours été ça au tout début de la vie et qu'après, il n'y avait plus de maturation, il y avait simplement des apprentissages qui s'y ajoutaient. Ce que vous voyez là, c'est que selon les systèmes cérébraux, que je vais préciser ensuite, cette maturation, elle s'opère de la naissance à l'âge adulte. Donc les enfants qui sont dans vos classes sont toujours, selon les domaines cérébraux, en train de connaître une maturation neuronale. Et c'est évidemment écrit beaucoup trop petit pour que vous puissiez le lire, je vais donc le décrire. La première courbe en U inversée, qui traduit donc un progrès du cerveau en termes de maturation, est toute la partie sensorimotrice du cerveau. Et c'est très cohérent avec l'exemple précédent que je vous ai montré, c'est qu'en effet, très tôt, au niveau sensoriel et moteur, il y a une maturation forte qui permet, par exemple, cette imitation néonatale que l'on a vue, vision-kinesthésie, c'est-à-dire vision, l'une des modalités sensorielles, et motricité, par exemple, tirer la langue. Vous avez ensuite un deuxième grand système qui mature, et vous voyez que là, ça s'étend sur toute la période, on va dire primaire et secondaire, le système pariétal et le système temporal, qui sont, pour dire rapidement, le nombre au niveau du système pariétal, l'espace, et le système temporal, le langage, la catégorisation, la sémantique, toutes les connaissances générales sur le monde, qu'il s'agisse d'histoire, de géographie ou d'autres sujets que j'évoquais tout à l'heure. Et la question que vous vous posez, c'est de vous dire, mais quelle est alors cette dernière courbe qui reste et qui, elle, va maturer encore fortement durant l'adolescence et jusqu'à l'âge adulte, où finalement, dans cette partie-là du cerveau, les adolescents que vous avez dans vos classes ressemblent à des bébés parce qu'ils sont encore en cours de maturation cérébrale. Cette partie avant, c'est ce qu'on appelle, dans la maturation la plus tardive, le cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, il est là. C'est la partie la plus avancée de notre cerveau, qu'on appelle antérieure. Les parties sensorielles et motrices, en tout cas sensorielles, visuelles, sont plus postérieures. Donc le cortex préfrontal, qui est la région la plus développée chez l'homme et chez les grands singes, qui existe chez tous les animaux, mais qui est très fortement liée quand même à l'humanisation,
Ce cortex préfrontal reste immature pendant quasiment tout le développement et n'arrive à maturation qu'à la fin de l'adolescence et chez le jeune adulte. Et ce cortex préfrontal, j'ai une surprise dans mes... Oui, on peut le mettre là. Ce cortex préfrontal est précisément celui qui a comme fonction de permettre ce que j'évoque depuis le début, c'est-à-dire la vicariance cognitive, la capacité à prendre une décision, vite et bien si possible, choisir la bonne stratégie au bon moment, et ces notions d'inhibition et d'activation de plusieurs stratégies, souvenez-vous des vagues qui se chevauchaient, qui entrent en compétition, cette possibilité de choix, donc de contrôle de l'exécution des actions, repose sur le cortex préfrontal. Et donc ce cortex préfrontal, la partie que vous voyez sur le cerveau là qui est en bleu, est le siège non pas de la mémoire, non pas de la motricité, non pas des aspects sensoriels, non pas du langage. Si vous avez une lésion du cortex préfrontal, ces notions en elles-mêmes ne seront pas touchées. Ce qui va être touché, c'est la prise de décision, la capacité de choisir la bonne stratégie au bon moment, et ce qu'on appelle un terme plus scientifique, mais qui est maintenant connu, utilisé dans le monde entier, les fonctions exécutives. La partie avant de tout le cerveau sous-tend les fonctions exécutives. Et il y en a 3, donc vous allez rapidement comprendre qu'elles sont sans cesse mobilisées à l'école. Donc, définition des fonctions exécutives, les fonctions du cerveau qui contrôlent l'exécution des conduites, le choix. Le diaporama sera laissé à disposition de l'Académie, donc vous pourrez, si vous voulez, le reconsulter ensuite, outre le film de la conférence. Donc, contrôle l'exécution des conduites, le choix des stratégies, la prise de décision. Il y a 3 fonctions. La première, à laquelle mon laboratoire consacre la plupart de nos recherches, donc j'y tiens particulièrement, c'est l'inhibition. L'inhibition a très souvent, bon, pour ceux qui ont déjà lu quelques ouvrages, vous savez que son sens est positif, mais a très souvent, de façon générale, dans la conception qu'on a du développement de l'enfant et de l'éducation, un sens négatif. On pense souvent que l'inhibition, c'est contraire à la créativité. Freud avait une notion de l'inhibition qui était une forme de blocage par rapport à l'adaptation. Pour une part, il en avait aussi pressenti le sens positif, mais il n'était pas allé jusqu'au bout. Et Piaget, lui, a complètement ignoré la notion d'inhibition. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai eu l'occasion d'écrire quelques textes sur les raisons historiques qui pourraient expliquer pourquoi Piaget n'a pas vu cette notion centrale du développement intellectuel. Donc l'inhibition, c'est la capacité de notre cortex préfrontal et de ce qui doit se développer chez l'enfant, mais très lentement, comme on l'a vu, qu'une maturation lente, de résister aux habitudes, aux automatismes, aux tentations, aux distractions, j'emploie des synonymes, et à tout ce qu'on appelle en psychologie cognitive les interférences. Vous imaginez que c'est capital pour le développement, pour les apprentissages, et ça reste vrai pour nous adultes, essentiel à notre adaptation permanente. Être capable d'inhiber les habitudes, les automatismes, les distractions des interférences, c'est évidemment être capable de bloquer ce qui pourrait gêner l'expression d'une autre stratégie, d'une autre forme d'intelligence potentiellement disponible dans notre mémoire et qui s'exercera, elle, par la deuxième fonction exécutive, switching en anglais, ou flexibilité, ce qui est plus joli en français. C'est-à-dire que dès l'instant où on a inhibé un automatisme, un mode de réponse dominant, on va pouvoir activer une autre façon de faire, un autre chemin pour résoudre un problème, et c'est la seconde fonction exécutive, directement, vous l'avez compris, consubstantielle de la première. Il faut inhiber pour activer, mais il faut d'abord inhiber. Parce que si vous n'inhibez pas l'automatisme, c'est l'automatisme qui passe. Et on verra que c'est logique qu'il en soit ainsi, c'est ce qu'on appelle une heuristique. On utilise beaucoup de stratégies qui marchent très bien, très souvent, qui sont très rapides, très efficaces, mais pas toujours. Et le mais pas toujours, c'est le cas où on se trompe, où il y a erreur, où il y a décrochage. Et ce mais pas toujours, c'est le moment où l'intelligence est la plus recrutée, celle du cortex préfrontal, et il faut inhiber ce qui marche toujours, mais qui ne marche pas dans ce cas-ci. On en verra 2 exemples pour le nombre et pour le raisonnement logique. Si on a inhibé l'automatisme, soit on n'a pas encore la bonne stratégie à activer, il faut la prendre, mais très souvent, on remarque chez les enfants que la stratégie est disponible, elle est là, elle est en mémoire. Simplement, elle n'apparaît pas dans la réponse de l'enfant, dans son comportement, ou de l'adulte. Les erreurs de décision chez l'adulte sont du même ordre, on l'étudie aussi. Elle n'apparaît pas dans l'expression du comportement par défaut d'inhibition de l'automatisme préalable. Et c'est ce que vous avez sur le petit schéma avec les 3 carrés que vous voyez sous le titre. Le E, c'est pour fonction exécutive, au sens qui vient d'être défini. Le carré représente ce qui se passe dans notre mémoire, un morceau de notre mémoire qui est mobilisé.
Et les hachures que vous voyez sur le carré du milieu, c'est l'inhibition. La première chose que notre cerveau doit être capable de faire, c'est de se méfier de lui-même en quelque sorte, de résister à ces automatismes. Et l'enfant doit, dans des cas comme cela, apprendre à inhiber, à sélectionner la stratégie dominante mais inadéquate dans une situation donnée. Et ensuite, il reste encore à activer parmi les différentes stratégies possibles et potentiellement disponibles, celle qui permet de résoudre le problème. Et donc tout cela se passe en mémoire qu'on appelle de travail, c'est-à-dire que quand là, on est en train de réfléchir ensemble, ou quand un enfant résout un problème, il n'utilise pas toute sa mémoire, ni tout son cerveau. On va utiliser un certain nombre de données qui, spontanément, vont être déclenchées par le contexte, par ce qu'on a fait juste avant, parce qu'on anticipe de ce que l'on attend de nous. Et ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. Si nous étions dans un modèle hiérarchique et linéaire, comme celui de Piaget décrit au départ, on dirait c'est clair. Et c'est ce que indiquait Piaget. Si l'enfant a la notion, il l'applique. S'il ne l'a pas, il ne l'applique pas. D'où les stades. Ça peut fonctionner comme ça dans un certain nombre de cas, mais pas dans tous les cas. Et tous ces autres cas d'exception, de décalage, c'est ce qu'étudie de façon cette fois prioritaire la psychologie de l'enfant aujourd'hui. C'est-à-dire dans les cas où ça ne marche pas comme ça, en effet, l'enfant peut répondre par défaut d'inhibition d'un automatisme, d'une stratégie dominante, se tromper, et la nature de l'erreur n'est pas nécessairement l'absence de notion, l'absence de concept, et dans ce cas-là, il est inutile de répéter. La répétition, c'est très utile à l'école et dans la vie en général pour construire les automatismes. Et il en faut beaucoup des automatismes. Mais dans les cas où l'automatisme nous piège, la répétition ne fera que renforcer l'automatisme. Et au contraire, il faudrait une autre forme d'intelligence, non pas cristallisée, comme la notion évoquée au départ sur des automatismes, mais fluide, qui permet de changer de stratégie. Et donc, en quelque sorte, dans les deux exemples que l'on va voir, l'idée, la thèse que je défendrai, c'est que le cerveau doit apprendre à résister. Et c'est notamment son cortex préfrontal, dont la maturation, ainsi qu'on l'a vu, se déroule sur tout le développement et donc sur toute la scolarité. Il faut apprendre au cerveau à résister d'un certain point de vue. C'est vrai biologiquement, c'est vrai évidemment politiquement, c'est vrai philosophiquement. On peut dire que l'humanité est dans cette forme de résistance. Et résister, c'est par exemple résister à un automatisme, résister à une stratégie spontanée de son cerveau. Et à travers ça, la pensée ou l'intelligence, c'est en fait toujours penser, si on pense vraiment de façon, on essaye de penser de façon originale, c'est penser contre les autres, contre soi, contre ses automatismes, et penser, c'est toujours être ailleurs. Et cette façon d'être ailleurs, c'est précisément inhiber tout ce qui vient spontanément à l'esprit. Et c'est sans doute ça, l'une des choses subtiles qu'on doit parvenir à apprendre aux enfants, à travers tous les domaines de logique, de mathématiques, de lecture, de sciences, etc. Donc, ces deux conceptions du développement, je vais essayer de vous les illustrer avec les deux exemples qui sont en bleu, par manque de temps, mais si vous m'interrogez sur les autres, il y a également beaucoup de recherches à relater, pour le nombre et le raisonnement. On en revient à une situation piagétienne extrêmement classique que vous connaissez sans doute tous par votre formation initiale ou par vos lectures. Si l'on présente à l'enfant deux alignements identiques de jetons, soit sur une table, soit sur un écran d'ordinateur, avec une ligne au milieu, et on demande à l'enfant est-ce qu'il y a le même nombre de jetons au-dessus et en dessous, est-ce qu'il y en a pareil, est-ce qu'il y en a le même nombre. Vous voyez d'emblée que par rapport à l'architecture cognitive décrite tout à l'heure, on va tester le deuxième niveau, celui du traitement quantitatif d'objets concrets, ici des jetons. Tous les enfants du monde, des 4-5 ans, sont tout à fait capables de faire la correspondance terme à terme et répondent qu'il y en a pareil, il y en a le même nombre. Juste après, sous les yeux de l'enfant, Piaget le faisait de façon manuelle sur une table, aujourd'hui on peut le programmer sur les ordinateurs avec des logiciels spéciaux qui font qu'on pourra mesurer d'autres choses que la réponse de l'enfant. Donc, soit sur une table, soit sur un ordinateur, vous voyez les jetons qui s'écartent et on repose exactement la même question à l'enfant. Et maintenant, est-ce qu'il y a toujours ou non le même nombre de jetons? Et là, l'observation piagétienne reste tout à fait exacte. Vous allez voir que le modèle et la théorie changent complètement aujourd'hui. En effet, jusqu'au stade 3, c'est-à-dire jusqu'à 6-7 ans, ce que les philosophes classiques appelaient l'âge de raison, l'enfant se trompe. Et l'enfant va dire « Ah ben non », pour le schéma de droite. Maintenant, il y en a plus parce que c'est plus long en dessous. Et il vous montre bien que c'est plus long en dessous. Et donc là, il y a plus, on est vraiment sûr, il y a plus de jetons, il n'y en a plus pareil de nombre. Non,
Là, il y en a plus. Les enfants ont cette conviction. Et donc Piaget, la grille d'analyse qui était la sienne à l'époque, avait raison de dire, donc ça signe bien entre le moment où l'enfant se trompe, dit il y en a plus là parce que c'est plus long, et si c'est le moment où l'enfant va réussir et va dire à l'inverse, non, il y en a toujours pareil, c'est pas grave, t'es écarté, mais on pourrait rapprocher, ce qu'on appelle la réversibilité intellectuelle ou opératoire. À un moment donné, l'enfant change complètement de comportement. Et Piaget prenait cela comme indication du fait que, en effet, il y a un stade qu'il appelait de non-conservation du nombre, donc pas de conservation, pré-opératoire, où l'enfant se trompe, et un stade où l'enfant va réussir et il aura la conservation du nombre, qui pour lui était un concept fondamental logico-mathématique. Alors, l'observation, comme en science, les observations, si elles ont été honnêtement recueillies, restent toujours observées. Et on observe toujours la même chose chez les enfants aujourd'hui. En 2012, à Créteil ou ailleurs, ils feront cette erreur jusqu'à 6-7 ans et puis ils ne la feront plus. En revanche, l'interprétation de l'erreur a aujourd'hui radicalement changé. Pourquoi ? Parce qu'on a pu découvrir, je vous renvoie aux lectures et je ne le détaillerai pas ici, mais on a pu découvrir avec des tas de technologies, comme j'évoquais tout à l'heure, de détection des surprises visuelles du bébé ou d'autres technologies linguistiques avec des matériaux où on crée des événements magiques ou des événements possibles, où on transgresse le nombre et où on provoque en quelque sorte la réaction intellectuelle du bébé. Il a pu être clairement démontré dans de nombreux laboratoires du monde que dès le début de la vie, il y a déjà des capacités numériques. Et en tout cas, même si elles se développent, bien sûr, elles se complexifient, il y a les capacités numériques suffisantes pour que l'enfant réussisse dans la tâche de Piaget à l'âge où Piaget observait qu'ils échouent. D'où cette conception qui s'est introduite pour le nombre, mais aussi pour tous les autres domaines, que l'enfant, tout en ayant déjà les stratégies numériques nécessaires pour résoudre cette tâche, ne va pas nécessairement les utiliser au bon moment quand il en a besoin. Vient l'idée de pourquoi, potentiellement par défaut d'inhibition d'une autre stratégie qui va être construite dans le même domaine par les apprentissages, par l'école en même temps, et c'est typiquement le cas pour cet exemple de conservation du nombre. On en a fait une observation systématique. Vous savez que dans les classes, dans les livres de maths pour petits, et on a tous également appris de la même façon, quand on apprend la suite à travers le langage explicite des mots de nombres, par exemple de 1 à 10, le matériel didactique, et c'est logique, c'est intuitif, c'est spontané, correspond en général, ce sont soit des animaux, soit des fruits, à des alignements. 1, une girafe, 2, 2 hippopotames, 3, 3 crocodiles, etc. Donc le cerveau de l'enfant, qui on l'a vu au tout début, est dès la naissance un détecteur de régularité. En effet, quand on lui fait cet apprentissage explicite des mots de nombres pour qu'il mémorise, dans la mémoire cristallisée, pour qu'il mémorise et qu'il cristallise dans son cerveau ces quantités et ces représentations symboliques des quantités, l'enfant va très bien apprendre, va adorer apprendre ces régularités, et en même temps, son cerveau va construire un automatisme, une heuristique, qui est l'heuristique longueur égale nombre. Et en effet, et vous aviez dans ce livre pour enfants qui existe, cette échelle avec un petit rongeur qui, en plus, illustre ce qu'on appelle en mathématiques une fonction linéaire entre le nombre et la longueur. Donc tout est fait pour que l'enfant apprenne bien la suite numérique, mais son cerveau ne fait pas que ça, il va aussi construire un automatisme. Et si vous rapprochez cette planche-là, donc là c'est un exemple d'impact culturel, didactique, de ce que l'enfant doit réellement faire dans la tâche piagétienne, je vais vous passer les deux rapidement, vous voyez toute la difficulté pour son cortex préfrontal. Il a appris de façon très répétée, régulière, que longueur est égale à nombre. Et dans la situation où Piaget testait le nombre, il doit précisément inhiber longueur est égale à nombre. Toute la réussite de cette tâche, pour cette petite fille qui se trompe et qui dit il y en a plus là, par exemple 3 babards écartés que 3 babards resserrés, toute la difficulté de cette tâche, c'est pas tant compter les objets, c'est inhiber la réponse impulsive qui consiste à dire ce qui est vrai partout, y compris dans cette salle. Si je dois compter le nombre de chaises très rapidement, je ne vais pas toutes les compter. Je sais qu'à alignement égal, il y a le même nombre de sièges. On fait ça dans les supermarchés, sur les rayons avec les types de produits, on fait ça pour les arbres le long des routes, partout. Et là, c'est un exemple, mais il faut des exemples concrets. On touche à ce qui serait ma critique fondamentale à la théorie de Piaget, à laquelle je rends beaucoup hommage par ailleurs, vous le savez, c'est qu'il a cru que c'est un stade de développement cognitif, or c'est une stratégie. Ce n'est pas un mode de pensée enfantin, c'est une stratégie qui continue d'être pertinente tout au long de la vie, longueur égale nombre. Il y a simplement un moment où, compte tenu de l'immaturité de son cortex préfrontal, l'enfant est incapable d'inhiber cette stratégie dominante.
Et vous voyez comment un apprentissage explicite en mathématiques, apprendre la suite numérique de 1 à 10 avec des alignements d'objets, va aussi provoquer dans le cerveau un apprentissage implicite qui va créer un automatisme très fort qui, à d'autres moments, dans le même domaine scolaire, créera des erreurs. Et donc l'apprentissage va apprendre dans le domaine, mais va aussi créer des erreurs et des erreurs numériques. Au point qu'avec Piaget, on a cru pendant des décennies, et dans le monde entier, que quand l'enfant se trompait dans la tâche de conservation du nombre, il n'avait pas ces capacités numériques, cette stratégie logico-mathématique qui lui permettrait de réussir. Et donc toute la difficulté pour cette petite fille, si on prend le modèle de tout à l'heure, c'est au niveau exécutif, donc préfrontal, d'inhiber d'abord la réponse première, longueur égale nombre, qui est à la fois une impulsion motrice et cognitive. On a envie de dire, nous aussi, qu'il y en a plus là parce que c'est plus long, or il y en a le même nombre. Donc inhiber une forme d'intelligence qu'on appelle visio-spatiale, qui dans ce cas-là trompe l'enfant, pour activer une forme d'intelligence qui elle est plus logico-mathématique, c'est-à-dire par exemple l'algorithme de comptage. Et l'algorithme, c'est l'inverse d'une heuristique. Un algorithme, c'est une stratégie cognitive plus lente, plus coûteuse cognitivement. Il faut mobiliser son cortex préfrontal pour inhiber l'heuristique. Ça prend du temps, ça demande un effort cognitif, mais l'algorithme, dans le cerveau humain, comme dans les ordinateurs, conduit toujours et nécessairement au bon résultat. Si on compte, et en l'occurrence si on fait un double comptage, dans cette tâche, on ne se trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, c'est pareil. L'enfant est capable de le faire pendant une période de son développement, mais ne le fait pas. Parce que activer cet algorithme est plus coûteux pour lui et son cerveau n'a pas encore la maturation suffisante, est plus coûteux pour lui que d'appliquer l'automatisme. Donc, il n'inhibe pas l'automatisme. Et ce qu'il faut lui apprendre, et c'est là que l'éducation intervient, c'est apprendre ses fonctions exécutives et lui apprendre à inhiber ce qui est vrai ailleurs, ce qui peut être simultanément affiché sur le mur de la classe. Moi, je l'ai vu 1000 fois en expérimentant dans les écoles. On fait la tâche de conservation sur la table et sur le mur, vous avez les alignements que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, l'enfant, dans son cerveau, il n'y a pas l'un ou l'autre, il y a les deux et il doit apprendre à gérer les deux. Ce qu'on a pu étudier, alors avec ces techniques d'imagerie cérébrale que j'évoquais tout à l'heure, donc pour des situations qui, vous le comprenez, peuvent tout à fait se faire en classe, c'est en reprenant les mêmes tâches que celle-ci, que la tâche piagétienne, en IRM fonctionnel, il fallait évidemment qu'on teste notre hypothèse. Et est-ce que, en comparant les enfants qui se trompent, et on a commencé à faire ces expériences dès la grande section de maternelle, je dois le dire, en partenariat très fort avec le rectorat de l'Académie de Caen et Mme Micheline Autia, qui nous a très fortement suivis dans ce projet, et un grand réseau d'écoles de l'Académie, nous avons pu réaliser ces expériences qui étaient les premières en France chez l'enfant sain, ce qu'on appelle sain en termes médicaux, c'est-à-dire tous les enfants de toutes nos écoles qui n'ont pas une difficulté particulière. Et on a fait la toute première recherche pour explorer ce qui se passe dans les enfants des classes quand ils réussissent ou qu'ils se trompent dans des tâches aussi emblématiques que celle de conservation du nombre que je viens d'évoquer. Pourquoi emblématique? Parce que d'abord, scientifiquement, c'est la tâche la plus connue de Piaget, et ensuite, elle est au cœur de l'architecture cognitive, c'est la construction du nombre, et aussi la façon dont on peut développer son intelligence logico-mathématique en résistant aux illusions visio-spatiales, ce qui est au cœur du développement de l'enfant et de l'histoire des sciences en général, une illusion perceptive comme l'héliocentrisme versus le géocentrisme, etc. Donc, ce qu'on a pu tester, c'est qu'en effet, entre les enfants qui réussissent et les enfants qui échouent, il y a une mobilisation d'abord du cortex pariétal. Ces résultats-là sont cohérents avec ce qui est connu dans la littérature scientifique. Par exemple, en France, les travaux de Stanislas Dehaene ou d'autres laboratoires qui ont en effet trouvé que quand on fait purement du nombre, on active le cortex pariétal. Mais dans cette tâche-là, il y a plus que du nombre. Il y a le nombre et la stratégie visio-spatiale. Et donc, ce qu'on a découvert, c'est qu'en effet, les enfants, pour réussir, doivent également recruter des régions de leur cortex préfrontal, dont cette région-ci, qui s'appelle le cortex préfrontal inférieur, droit, parce qu'il est à droite, et qui est connu par d'autres travaux, d'autres laboratoires dans le monde, pour être spécifiquement impliqué dans la capacité d'inhibition. Donc, on voit sur cet exemple qu'il faut non seulement que l'enfant mobilise son cortex pariétal pour activer le comptage, la stratégie numérique, mais qu'il ne le fera pas spontanément sans mobilisation de son cortex préfrontal qui va d'abord lui faire inhiber l'automatisme longueur égale nombre. Et quand on fait des recherches scientifiques, vous imaginez, comme dans tous les domaines, on est très contrôlé, on doit faire des contrôles expérimentaux pour bien essayer d'être
on n'a jamais de certitude, aucune, mais pour essayer d'être au plus près de la bonne interprétation. Et donc, par exemple, pour cette région du cortex préfrontal qui permet l'inhibition de l'automatisme longueur égale nombre pour activer la stratégie de comptage, on a contrôlé si lorsqu'en classe on donne aux enfants un autre test, une autre épreuve d'inhibition pure qui n'a rien à voir avec la tâche logico-mathématique. On présente par exemple, c'est un test qui s'appelle le test de Stroop, des animaux, des coccigrues, alors soit des vaches qui ont des têtes de vaches ou des moutons qui ont des têtes de moutons, soit des moutons qui ont des têtes de vaches ou toutes les combinaisons que vous imaginez. Et donc l'enfant doit dénommer le nom du corps de l'animal. Quand il n'y a pas d'interférence, c'est très simple. Quand la tête ne correspond pas au corps, il a envie de répondre en fonction de la tête, ce qu'on capte en premier, donc il doit l'inhiber. Donc on a pu montrer qu'en effet, ce que vous voyez sur la corrélation, cette région est en corrélation directe, donc de la capacité d'inhibition, avec la région qui est elle-même activée dans la tâche de Piaget lorsque l'enfant parvient à réussir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un contrôle expérimental sur des tâches extrêmement différentes et qui donne la validité, on va dire, scientifique à l'interprétation qui est faite. Donc dans un domaine complètement différent, cette capacité du jeune enfant préfrontal et inhibé est absolument indispensable pour qu'il réussisse dans le domaine logico-mathématique, au-delà du nombre lui-même. Quelques mots avant de passer à l'exemple du raisonnement chez l'adolescent, qu'on va voir en détail, et vous allez voir qu'on retrouve les mêmes problématiques. Un aspect plus reportage, là je vous ai beaucoup parlé de l'aspect scientifique et théorique, mais c'est très humain une recherche comme celle-là. Et la photo que vous voyez, ce sont tous les enfants de grande section, enfin d'école maternelle grande section et d'écoles élémentaires qui ont participé à l'expérience. C'est toute la cohorte, donc tous les petits que vous voyez de façon tout à fait volontaire, de façon ludique. Ça demande, vous l'imaginez, toute une équipe comme au laboratoire CNRS, une préparation extrêmement minutieuse en partenariat avec les chefs d'établissement, les professeurs des écoles, les inspecteurs d'académie, le rectorat, comme je l'évoquais tout à l'heure, et à l'issue d'un grand nombre de réunions dans les écoles, de contact avec les parents, les enfants, on finit par arriver à ce moment critique qui est le moment où l'enfant va se retrouver tout seul pendant une demi-heure, totalement immobile, et très heureux de le faire et envie de le refaire, dans l'IRM, et passer l'expérience sous les yeux très vigilants, vous le voyez à droite de ce reportage, des parents qui sont toujours présents pendant toute l'expérimentation. Donc la recherche y a consacré 2 reportages et je vous passe ces quelques photos pour que vous voyez l'aspect plus pratique de la réalisation d'une recherche comme celle-là. Donc ça, ce sont tous les enfants qui ont participé à cette expérience. Monsieur le recteur reconnaîtra Micheline Otia en fond à droite. Ça, c'est l'enfant la tâche qu'il va devoir résoudre. Ça paraît simple comme ça, mais vous imaginez, vous qui travaillez avec des enfants, que c'est extrêmement compliqué chez les grands, mais encore plus chez les petits. L'enfant, vous voyez, un boîtier en main. Donc c'est ce qui va permettre de tester, on va dire, sa réaction intellectuelle, soit un jugement qualitatif, soit quantitatif. Ici, l'enfant va devoir dire un bouton veut dire il y en a pareil, l'autre bouton il n'y en a pas pareil, de nombre. Donc on crée toute une situation avec un bouton rigueux, un bouton lisse, parce que l'enfant ne peut absolument pas bouger dans l'IRM, c'est comme une photo. Donc l'enfant doit répondre lorsqu'il voit via un système optique la stimulation visuelle de la situation de Piaget, correspondance terme interne et transformation. L'enfant doit dire les 2 fois s'il y en a pareil ou pas pareil, sans bouger la tête. Donc on apprend préalablement à l'enfant, et vous voyez qu'à l'école, dans les classes, on utilise par exemple un faux tunnel d'IRM en carton, le casque du chevalier. On prépare l'enfant dans un tunnel en tissu tel qu'on les trouve en école maternelle. On apprend à l'enfant à être confiné, ne pas bouger en étant dans un endroit confiné. Et tout ça se fait pas à pas, de façon extrêmement ludique. Les enfants, lorsqu'ils passent l'expérience, ont un t-shirt qui leur est offert après, je passe une IRM, etc. Donc de façon extrêmement ludique et proche de l'enfant, ce qui est capital, on finit à la fois par faire participer l'enfant à une recherche scientifique, tester nos hypothèses nouvelles sur le développement de l'enfant qui serviront ensuite la pédagogie, mais aussi c'est une immersion, et c'est à cela qu'était très sensible Micheline Otia, c'est une immersion des enfants dès le plus jeune âge dans la science, dans le fait qu'il y a des gens qui travaillent sur la recherche, sur le cerveau, que comprendre ce qui se passe dans leur cerveau, ça peut aider à comprendre pourquoi ils ne seront pas en classe et comment ils peuvent apprendre. Et je le dis après avoir un exemple chez l'adolescent, mais cette idée d'initier au cerveau,
qui est très proche en même temps de question philosophique. Le raisonnement, c'est une question philosophique. La résistance aux illusions, c'est une question philosophique. Au cerveau et à la biologie, il ne faut pas attendre le secondaire, il ne faut pas attendre l'université. On peut commencer dès l'école maternelle avec une grande richesse, une grande ouverture, comme pour le dessin. On sait que le dessin des jeunes enfants est beaucoup plus créatif que le dessin qui survient après. Pour les premières conceptions de la science, c'est sans doute vrai aussi. Juste un mot, on fait aussi tout un aspect très didactique. Vous savez que ces recherches sont contrôlées par une loi qui s'appelle la loi Hurier, qui vient d'être révisée. Et donc la première chose à laquelle nous sommes contraints, et c'est très bien ainsi sur le plan éthique, c'est qu'il faut absolument tout expliquer aux enfants. Donc il y a des posters dans les classes, des livrets qui sont distribués aux enfants, des albums qui expliquent d'abord l'idée de mesure du corps, ce qu'ils peuvent comprendre dès le plus jeune âge, que pour mesurer, il vaut mieux utiliser un instrument fiable, puisqu'au final, on va mesurer ce qui se passe dans leur cerveau. Donc, il faut introduire l'idée de mesure du corps. Que pour mesurer le corps avec des instruments, c'est parfois utile d'être accompagné de professionnels, parce qu'ils vont effectivement se retrouver le jour de l'expérience dans l'IRM avec une dizaine de personnages bizarres qui sont des chercheurs du CNRS, des informaticiens, des physiciens, des psychologues. Donc, il faut qu'ils soient informés du fait qu'ils vont rencontrer des professionnels de la recherche qui ne sont ni leurs parents, ni leur famille, ni leurs enseignants habituels. L'idée de voir à travers le corps, en général la radio ils connaissent déjà, ça les fait en général rigoler, ils ont un peu peur et puis ils disent « Ah, c'est un squelette, ça fait peur, ça fait mal ». Et là, on introduit la notion du fait que c'est une technique indolore et non invasive. Donc on leur a dit, tu n'auras pas mal, ça fait pas mal, il n'y a pas de piqûre, on va simplement regarder ce qui se passe dans ton cerveau. Et ensuite, on demande aux enfants s'ils savent ce qu'il y a dans leur tête et à quoi ça sert. Alors, les générations changent, comme vous le savez, de plus en plus de très jeunes enfants répondent maintenant immédiatement, il y a un cerveau, ça peut servir à faire du calcul, ça peut servir à faire du foot, ce qui était une réponse très rare avant. Les enfants n'imaginaient jamais que le cerveau serve à des activités élémentaires. Aujourd'hui, les enfants ont ce qu'on a été surpris de découvrir des connaissances déjà beaucoup plus avancées et très jeunes. Mais ils ne le savent néanmoins pas tous. Donc on doit quand même leur dire que, pour la plupart, qu'il y a dans leur tête un cerveau et qu'il y a, ce qu'ils ne savent en général pas, une caméra, parfois pas loin de leur école, dans un centre de recherche qui permet de visualiser ce qui se passe dans leur cerveau. Et là, les questionnements qu'on fait aux enfants sont très collectif et très intuitif. Par exemple, je me souviens que dans une classe de grande section de maternelle, on leur disait, après qu'ils aient plus ou moins reconnu spontanément qu'il y avait dans la tête un cerveau et que c'était important pour la pensée, pour l'apprentissage, on leur dit, mais comment pourrait-on voir le cerveau? Et un petit qui nous a répondu, il n'y a qu'à envoyer les bestioles. Alors, vous êtes enseignant, vous savez que toute réponse est bonne, qu'il faut l'exploiter, la comprendre. Et les bestioles, pour eux, c'était un livre qu'ils avaient en classe sur les poux, et c'est une grande préoccupation en grande section maternelle. Et alors on demande à l'enfant pourquoi, on suit dans le cheminement de sa pensée. Il dit, les cheveux, c'est comme des tubes. Donc si on envoie les bestioles à travers les tubes, elles vont finir par arriver au cerveau. Elles vont voir ce qui se passe dans notre cerveau quand on répond, quand on apprend. Elles vont remonter par les tubes, elles vont venir nous dire comment c'est. C'est évidemment une excellente réponse. C'est à la fois faux, bien sûr, c'est de l'épistémologie naïve, mais c'est une très bonne idée pour dire aujourd'hui, ce ne sont pas les poux, ce ne sont pas les bestioles, il y a des technologies qui permettent, avec les ordinateurs, avec la résonance magnétique, d'obtenir le même résultat, c'est-à-dire sans envoyer des bestioles, sans faire mal à l'enfant, sans passer à travers le crâne, de voir et de reconstruire sur un ordinateur de façon tridimensionnelle le cerveau de l'enfant. Donc, il y a tout ce travail, vous l'avez compris, préalable, d'explication à l'école, d'entraînement de l'enfant. C'est un peu comme un voyage aérospatial. Et par exemple, là, vous voyez l'enfant qui va rentrer au laboratoire dans la zone IRM, qui est elle-même une cage de Faraday, parce que c'est une pièce qui est protégée sur le plan électromagnétique. Et vous voyez par exemple que juste avant de rentrer, il retrouve, ce n'est pas par hasard, ni pour la diapo, le poster de toute l'explication que je vous ai rapidement donnée tout à l'heure. Poster dont il a un poster en classe, dont il y a aussi un poster dans la salle des professeurs à l'école, dont il a un livret à la maison. Et comme l'exige la loi, une fois de plus c'est très bien ainsi, toutes ces expériences portent sur le volontariat. Donc ce sont les enfants volontaires, les parents volontaires, et avant cela,
puisqu'on travaille en partenariat avec l'Éducation nationale, les établissements volontaires qui y participent. Là, c'est également un moment assez critique, c'est-à-dire quand l'enfant, on fait une pause parce que l'examen d'IRM est un peu long, dure une demi-heure, entre les deux, l'enfant va voir sur l'ordinateur son propre cerveau. Là, vous voyez une petite fille de grande section de maternelle qui découvre l'image de son cerveau, ce qu'en général, on n'a jamais vu. On a des photos de la famille, de nous quand on était petits, à la mer, à la montagne, du chien, du chat, mais on n'a pas vu de photos de son propre cerveau. Et donc, il y a aussi là un phénomène de conscience réflexive que l'on peut créer et l'enfant peut découvrir son propre cerveau. Donc ça, c'était pour l'aspect reportage humain, anecdotique, mais je pense que c'est toujours important de percevoir que quand il y a ces découvertes scientifiques et ces travaux scientifiques, c'est corrélé à tout un travail minutieux de psychologie, de pédagogie, de préparation, d'information et aussi d'éthique à l'égard de la participation à la recherche. Outre l'aspect fonctionnel, on a vu par exemple tout à l'heure que pour être capable de résister à l'heuristique longueur égale nombre et de répondre il y a pareil de jetons même quand ils sont écartés, l'enfant devait faire travailler son cortex préfrontal. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aspect fonctionnel. L'IRM fonctionnel, c'est la partie du cerveau qui travaille pour résoudre un problème. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, ces techniques permettent non seulement d'observer l'aspect fonctionnel, mais aussi l'aspect structural du cerveau, c'est-à-dire l'anatomie, ou dit encore plus directement, la façon dont le cerveau de chaque enfant est dessiné. Vous savez que dans notre cerveau, on a des sillons et des vallées, et que le dessin de ces sillons et de ces... enfin, les sillons, ce sont les vallées, pardon, et les gyris, ce sont les montagnes, donc ce que vous voyez sur cette représentation, et globalement, on a tous le même cerveau, comme on a tous le même visage, on a tous 2 yeux, un nez, une bouche, mais chaque visage est, on le sait, différent, chaque regard, chaque nez, chaque bouche, c'est exactement pareil pour le cerveau. Donc globalement, tous les cerveaux se ressemblent. Il y a le cortex préfrontal, pariétal, temporal, occipital, un hémisphère gauche, un hémisphère droit. Mais ce que permettent de voir aujourd'hui en détail les techniques d'imagerie, non pas seulement fonctionnelles, mais structurales, anatomiques, c'est que le cerveau de chaque enfant, dans son détail, est dessiné différemment. Et cette image que vous avez là, c'est la reconstruction des cerveaux de tous ces enfants-là. Et pour une région donnée, un des grands lobes que j'évoquais tout à l'heure donné, chaque petit, on va dire spaghetti coloré, c'est le dessin d'un enfant particulier. Donc vous avez là, sous les yeux, la variabilité que j'évoquais au départ, mais la variabilité structurelle, anatomique. Et il y a un lien intime, les biologistes et scientifiques d'entre vous le savent autant que moi, il y a un lien intime entre structure et fonction, et la façon dont la structure va être construite peut aussi influer sur la fonction et sur l'éducation de la fonction. Donc il y a ces 2 aspects aujourd'hui qui sont critiques, et on étudie dans les recherches aussi comment, selon la forme qu'a une partie du cerveau de l'enfant, il va être plus ou moins capable d'inhiber ou activer une stratégie dans les domaines énoncés tout à l'heure, et comment on peut prescrire, entre guillemets, ou en tout cas encourager qu'il faille chez tel enfant plutôt des apprentissages, par exemple, au nombre, ou des apprentissages au contrôle exécutif de l'intelligence visuospatiale par rapport à l'intelligence numérique. Alors, ce sont des données qu'il faut comprendre, intégrer, maturer. Ça peut faire peur, très peur, on peut se dire, mais alors, selon la façon dont le cerveau des enfants est dessiné, ils auront plus ou moins de capacité cognitive à être flexibles, ou être fluides, par exemple. Comme toute découverte scientifique, il y a un côté qui peut faire peur, qui peut être impressionnant. L'ignorer serait l'équivalent de dire qu'on accepterait de son médecin traitant qu'il nous prescrive des traitements, qu'il recommande des choses concernant notre santé, il s'agit ici de l'éducation, concernant notre santé, sans connaître la structure et la fonction de l'organe qui le sous-tend. Personne d'entre nous n'accepterait ça de son médecin traitant, en tout cas sans connaître ce qui doit être connu globalement actuellement. À partir de ces données-là, on se dit qu'il faut absolument que la psychologie de l'enfant, les neurosciences, le monde de l'éducation se rendent compte que chacun reste dans son domaine et s'approprie les choses, mais on ne peut pas ne pas savoir que, à la fois, certains échecs sont dus à la mobilisation de parties du cerveau que l'on ne penserait pas spontanément, et qu'en plus, le dessin même de la structure du cerveau qui peut aujourd'hui s'observer peut avoir une influence. Je n'ai pas résisté, comme vous le voyez, pour ceux d'entre vous les plus poètes qui ont le plus de sentiments esthétiques à superposer, je pense qu'en même temps c'est scientifique dans l'idée, cette photo de jardin qu'on a vue tout à l'heure et le cerveau, d'abord parce que la proximité, on va dire,
morphologique et esthétique est évidente. Et de la même façon, il y a des chemins différents dans le cerveau, non seulement au niveau structurel, mais au niveau, comme on l'a vu tout à l'heure, fonctionnel. Est-ce que je peux encore... D'accord, très bien. Alors, jusque-là, les notions étaient assez simples, puisqu'on a vu l'exemple du nombre, avec des jetons plus ou moins écartés. On m'a indiqué que vous étiez plutôt des enseignants du secondaire. Donc, on va voir un exemple qui correspond à un exemple sur lequel buteraient des adolescents, des jeunes adultes, voire vous et moi, lorsque nous y sommes confrontés la première fois. Et l'idée, ça va être de faire une analogie avec ce qu'on a vu antérieurement chez l'enfant, c'est-à-dire que le domaine va être différent. En termes d'architecture cognitive, on va prendre cette fois l'exemple non plus du nombre, mais du raisonnement. Donc je vous rappelle, raisonnement hypothético-déductif, notre capacité à raisonner sur des idées, des hypothèses, des propositions logiques. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que dans ce domaine-là aussi, quand un adolescent ou un adulte se trompe, ce n'est pas nécessairement qu'il n'est pas logique, ce n'est pas nécessairement qu'il faut lui réexpliquer la logique, mais que plusieurs stratégies de raisonnement entrent en compétition dans son cerveau, et qu'il est incapable d'inhiber parfois une forme de raisonnement très archaïque, très perceptive, qui l'induit en erreur. Et que donc, au cœur même de l'apprentissage du raisonnement, on retrouve cette problématique des fonctions exécutives et de la capacité d'inhiber ou activer des stratégies concurrentes. Donc, situation très, très simple, des formes géométriques, des carrés, des losanges et des cercles qui peuvent être bleus, jaunes ou rouges. Il y a 12 formes qu'on peut soit disposer sur une table, soit faire apparaître sur un écran. Je me permets de vous poser une question. Du point de vue de l'architecture cognitive, avant même d'entrer dans le raisonnement, qu'est-ce que cette tâche mobilise comme principe antérieur? Pardonnez-moi, c'est mon côté instituteur qui revient. Oui. La catégorisation, puisqu'on voit très bien que la question qui sera évoquée dans cette tâche nécessite déjà de bien catégoriser les formes et les couleurs. Et que dans ce cas-là, si on n'a pas déjà, étant plus petit au niveau de la catégorisation, appris ce qu'était un triangle, il n'y en a pas, un losange vert et un carré rouge, on ne pourra pas accéder à un raisonnement qui portera non pas sur les objets concrets, mais sur une proposition logique relative à ces objets concrets. Donc, ce matériel donc, de catégorisation, on va être sollicité un traitement qualitatif des objets selon leur forme et leur couleur, avec au-dessus une règle donc, du langage qui va mobiliser un autre aspect de la mémoire. Et cette règle dit, s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. Et à gauche et à droite, ce sont les deux cases qui sont là. À gauche, c'est la case de gauche, et à droite, c'est la case de droite. Donc, l'élève qui réalise cette expérience a ce dispositif en face de lui, une souris, ou on peut le faire avec un écran tactile, qui fait qu'il peut sélectionner une forme, la déplacer, il en met une dans la case de gauche, il en met une autre, ça peut être la même, parce que les formes ne disparaissent pas, dans la case de droite, et il va devoir répondre à une question que je vais vous préciser. Néanmoins, vous comprenez le dispositif, et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on fait un grand nombre de problèmes différents, et notamment on va mesurer ce qui se passe dans le cerveau de l'élève quand il se trompe et quand il trouve la solution. Donc comme toute mesure, vous le savez qu'en statistique et notamment pour les signaux cérébraux, il faut un grand nombre de mesures répétées. Donc on ne fait pas un seul problème, on fait à peu près plusieurs dizaines de problèmes. Donc je vous dis ça pour vous dire qu'à chaque fois, la distribution de ces formes géométriques apparaît dans une configuration spatiale aléatoire sur l'ordinateur. Donc l'ordinateur est programmé de telle sorte qu'à chaque fois, les formes sont disposées autrement, mais il y a toujours ces 12 formes-là, et à chaque problème, ça serait une règle différente, mais le principe est le même. Donc, dans ce problème-là, ce qu'on demande à l'élève, et ce que je vous demanderais par exemple, si on était en plus petit groupe, ce serait de rendre la règle fausse. C'est un jeu d'esprit. Donc là, on est dans le raisonnement hypothético-déductif. L'hypothético-déductif, Piaget avait une très belle formule pour dire cela. Il disait que jusqu'à l'adolescence, le possible, c'est-à-dire ce qu'on peut faire avec les objets, les catégoriser, les dénombrer, le possible est un cas particulier du réel, alors qu'à partir de l'adolescence, c'est le réel qui devient un cas particulier du possible. Et c'est ça le raisonnement hypothético-déductif.
C'est pourquoi les idées scientifiques commencent à l'adolescence, les idées politiques et idéologiques, refaire le monde autrement, commencent souvent à l'adolescence, etc. Donc, là, ce qui est demandé dans ce problème, c'est d'exercer notre cerveau hypothético-déductif et de sélectionner deux formes géométriques, en mettre une à gauche, une à droite, de telle sorte que la réponse aille contre la règle, rende la règle fausse. Ce qui en logique s'appelle une tâche de falsification de règles conditionnelles. Alors il se fait que dans cette tâche, la grande majorité des individus interrogés, vous pourrez le réessayer dans vos classes, ça marche très bien, répondent carré rouge, cercle jaune. Sont convaincus qu'ils ont répondu correctement, qu'ils ont rendu la règle fausse en répondant carré rouge, cercle jaune. Ce qui en fait est, vous vous souvenez du modèle non linéaire du développement cognitif, et tout à la fin, vous aviez, je vais quand même essayer de le retrouver, ça sera mieux puisque vous me dites qu'on a le temps. Donc là, on va trouver un exemple concernant le raisonnement, c'est-à-dire une compétition entre stratégies cognitives qui va survenir très tard dans les âges chez l'adolescent et le jeune adulte. L'exemple précédent que l'on avait vu relatif au nombre, vous pouvez considérer par exemple que les découvertes chez le bébé de capacités numériques précoces ou chez l'enfant très jeune ont montré que très tôt, l'enfant avait déjà des dispositifs de traitement quantitatif pour réussir des tâches numériques, que néanmoins, il pouvait ne pas utiliser cette stratégie qui était moins dominante parce qu'une autre, par exemple la stratégie 2, se construisait, qui était longueur égale nombre, dont on a vu l'illustration, avec les animaux, et entrer en compétition, ce qui est cette double flèche, qui est l'interférence entre le distracteur, l'automatisme dont je parlais au début, l'interférence entre donc, l'automatisme qui domine et la bonne stratégie, par exemple le comptage, qui n'est pas dominante. Et le jeu de l'inhibition et de l'activation, ça va être d'inverser en mémoire la prédominance de l'une ou l'autre stratégie dans la réponse. L'exemple où l'on est maintenant est tout au bout du développement, mais c'est la même dynamique. C'est-à-dire qu'on va voir que spontanément, le cerveau des adolescents est très souvent le nôtre, alors qu'il a bien construit à l'adolescence des formes élémentaires de raisonnement logique et hypothético-déductif, ne va pas être spontanément logique et hypothético-déductif dans des tâches de logique. Et que d'autres stratégies plus archaïques vont dominer nos réponses, ce qui fait que très souvent, on est irrationnel, on n'est pas logique, on ne fonctionne pas comme des ordinateurs. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas du tout logique ? Comme est-ce que ça aurait voulu dire que l'enfant qui vient à plus là parce que c'est plus long n'a pas du tout la capacité numérique? Ou alors est-ce que ça veut dire qu'on est incapable d'inhiber une forme de raisonnement plus automatique pour activer une autre forme de raisonnement qui est logique? C'est donc ça qui est testé dans l'expérience qu'on est en train de voir. Donc s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. La réponse dominante, et qui correspond en quelque sorte à la dernière stratégie que je vous ai montrée, est de répondre, et là vous voyez la dominance de la réponse, carré rouge, cercle jaune. Vous pouvez prendre plusieurs groupes pour retrouver le même type de configuration. La réponse dominante est carré rouge, cercle jaune, et en bleu plus foncé, c'est la réponse logique. Premier résultat, le modèle piagétien des stades hiérarchiques et linéaires ne marche pas non plus dans ce cas-là. Piaget décrivait à l'adolescence un stade logique, formel. Il s'agit ici, vous le constatez, même si c'est présenté rapidement pour ceux qui ont déjà lu mes ouvrages sur le sujet, vous connaissez la tâche, mais c'est une tâche de logique déductive élémentaire. Elle est très simple. Le matériel est très simple, des formes géométriques colorées. Il n'y a aucune complexité dans la phrase. C'est une phrase de type si, alors, ce qu'on appelle une règle conditionnelle. Il faut simplement la rendre fausse. Donc on n'est pas dans des problèmes logico-mathématiques complexes. Et ce qui est important, c'est de montrer que déjà dans un problème comme celui-là, il y a des erreurs systématiques qui sont en quelque sorte emblématiques des erreurs qui peuvent survenir dans des problèmes encore plus complexes. Donc spontanément, on répond carré rouge, cercle jaune. Vous et moi, si on ne connaissait pas la tâche, c'est ce que l'on répondrait à un grand pourcentage, et quelques-uns d'entre nous sont logiques. Le modèle donc, des stades hiérarchiques de Piaget aurait dû prédire l'inverse, et c'est ce que faisait Piaget. Piaget disait globalement les adolescents sont logiques, il y a quelques décalages, ce qu'il appelait les décalages horizontaux, voire verticaux. Quelques-uns se trompent parce qu'ils n'ont vraiment pas l'esprit logique, mais le décalage et l'erreur est l'exception. Et ce qu'on découvre ici, c'est que le décalage et l'erreur sont la règle. J'ai dit pardon, c'était son. Le décalage et l'erreur sont la règle et non pas l'exception. Et dès l'instant où le décalage et se tromper devient la règle, on s'intéresse à d'autres mécanismes de l'intelligence qui sont les mécanismes de correction d'erreur, dont
les fonctions exécutives d'inhibition et d'activation dont je vous parle depuis le début de la conférence. Alors, d'abord, il est essentiel pour ceux d'entre vous qui découvrent la tâche que vous compreniez bien sur cet exemple et très rapidement quelle est la réponse correcte et quelle est la stratégie erronée. Donc, il s'agissait de rendre la règle fausse. Alors, on s'assure bien, évidemment, quand on fait l'expérience, ce n'est pas un contexte comme celui-ci, donc tout est clair. L'élève a bien compris la consigne, a bien compris le matériel, a bien compris la question. Ça, c'est le travail des psychologues, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, et le travail des enseignants sur le problème lui-même. Une fois qu'on est parvenu à régler les problèmes à la fois linguistiques et référentiels par rapport au matériel, on observe si l'individu se trompe ou réussit. Donc, il s'agit de rendre la règle conditionnelle fausse. Vous savez comme moi que dans la table de vérité logique la plus ancienne, la plus classique, il y a deux valeurs de vérité, vrai, faux. Il s'agit ici d'une règle conditionnelle avec une partie antécédent, la partie si, une partie conséquent, la partie alors, et qui a donc 4 cas de figure, antécédent vrai, conséquent vrai, antécédent vrai, conséquent faux, antécédent faux, conséquent vrai, et antécédent faux, conséquent faux, si je ne me suis pas trompé. Très bien. Alors, lequel de ces 4 cas de figure est susceptible de rendre la règle fausse ? L'inspecteur ne voit rien, n'entend rien. Non, lequel de ces cas de figure est susceptible de rendre une règle fausse ? Le second, antécédent vrai, conséquent faux. Tout le monde sait ça. Vous savez tous ça. Vous savez très bien que si, par exemple, il est interdit de fumer dans cet amphithéâtre, la seule chose qui peut transgresser la règle, c'est d'être dans l'amphithéâtre, antécédent vrai, et de fumer. Si vous êtes ailleurs que dans l'amphithéâtre, l'antécédent est faux, donc on n'est pas dans les conditions d'application de la règle. Et en logique, comme en justice et dans tous les schémas de permission depuis notre plus jeune âge, quand on n'est pas dans les conditions d'application d'une règle, elle ne peut pas être transgressée. Donc, c'est au niveau, ça paraît rapide quand je le dis comme ça, mais c'est évident. Donc, la seule condition qui peut rendre fausse une règle conditionnelle, c'est une situation où l'antécédent est vrai, c'est-à-dire la règle est applicable et le conséquent est faux. Donc, dans ce problème très simple, la règle dit s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, il faut donc que l'antécédent soit vrai. Il faut donc tout mettre sauf un carré rouge. Vous n'allez pas immédiatement comprendre en quoi c'est un test d'inhibition par rapport au raisonnement. Il faut surtout inhiber le carré rouge. Or, le carré rouge, c'est quand même l'élément qui est cité dans la règle, qui est fortement cité. Et enseignant que vous êtes, vous connaissez le poids des éléments cités dans la règle. Donc, il faut inhiber carré rouge, mettre la forme qu'on veut, par exemple un carré bleu, mais là, c'est un exemple de réponse logique. Il y a d'autres exemples possibles. Ce carré bleu, ce n'est pas en soi un carré bleu, c'est là où ce n'est pas un objet concret, c'est un non-carré rouge. Donc logiquement, c'est un non-carré rouge. Et vous découvrez que dans le choix de cette réponse, la logique présuppose l'inhibition de l'appariement perceptif. Et la stratégie dominante, là, on va voir que c'est l'appariement perceptif. Ça présuppose d'emblée résister, on parlait de résistance du cerveau tout à l'heure, résister à la réponse carré rouge, parce qu'être logique, c'est sélectionner un non-carré rouge, par exemple un carré bleu. Ensuite, l'antécédent est vrai, il fallait rendre la règle fausse, il faut donc que le conséquent soit faux. Et le conséquent, c'est alors il y a un cercle jaune à droite. Donc il faut tout mettre sauf un cercle jaune. Par exemple, un losange vert. Et si vous répondez carré bleu, losange vert, ça veut dire que dans votre mémoire de travail, vous avez pu inhiber la stratégie d'appariement perceptif, mais ça ne se fait pas du tout spontanément, puisque la grande majorité des adultes répondent selon l'appariement perceptif, carré rouge, cercle jaune, inhiber l'appariement perceptif et sélectionner 2 formes géométriques, par exemple carré bleu et losange vert, qui sont un non carré rouge et un non cercle jaune, et qui font qu'en effet, à ce moment-là, votre mémoire de travail est bien structurée par un algorithme qui est un peu plus compliqué que l'algorithme de comptage des jetons tout à l'heure, mais qui pour un cerveau adolescent ou adulte doit être en soi tout aussi simple, l'algorithme antécédent vrai, conséquent faux, qui est quelque chose qu'on sait, tous les schémas de permission, avec les enfants les plus jeunes, si tu es dans telle condition, tu peux faire ça, le si alors, on l'emploie tout le temps. Une fois de plus, si vous êtes arrivé dans cette salle ici, vous avez appliqué au moins une dizaine de règles si alors, selon l'horaire, le lieu, ce que vous aviez à faire avant, après, pour arriver jusqu'ici. Et oui. Oui, je vous écoute. Alors, merci de votre question, je vais y répondre. D'abord,
tout à l'heure, vous avez bien mémorisé que je vous avais indiqué qu'au niveau des formes géométriques, à chaque problème, la distribution était différente. J'ai notamment dit ça pour cette raison, parce qu'il se fait que dans cette illustration-là, mais c'est tout à fait indépendant, parce qu'à chaque item, c'est distribué, c'est par hasard qu'elles sont l'une à côté de l'autre. Et en plus, donc ça, la réponse est non, puisqu'à chaque fois, ce sont des distributions différentes. Et par ailleurs, même si c'était le cas, ce n'est pas un exemple, c'est le matériel. D'accord ? Donc même si c'était le cas, et même s'il y avait un piège accru au fait qu'elles sont l'une à côté de l'autre, c'est ça que vous voulez dire ? Non, non. Ah bon, alors que voulez-vous dire ? Je pensais que la règle était vraie dans le matériel qui était en dessous. Mais je ne vous ai pas dit ça. Hein. Donc vous voyez, votre réaction est intéressante. En soi, la tâche est très simple, hein, vous l'avez immédiatement compris, vous le réappliquerez après, c'est une tâche très simple. Mais là, par exemple, dans votre interprétation de l'échec ou de votre échec potentiel, vous cherchez des éléments qui n'ont pas été énoncés dans la règle. Et vous faites ça tout le temps avec vos élèves. Et l'enfant fait ça aussi. L'enfant qui va se tromper, qui va dire il y en a plus là parce que c'est plus long. Après, il va trouver 1000 explications pour vous expliquer pourquoi il s'est trompé. Mais néanmoins, il y a un moment où il se trompe et un moment où il ne se trompe plus. Donc, pour répondre factuellement à ce que vous me dites, ce n'était pas précisé. D'accord. Donc là, ça veut dire que vous surajoutez des contraintes au problème. Donc, au regard de cela, d'abord, ça indique que donc, spontanément, le cerveau ne fonctionne pas de façon logique au stade dit logique piagétien de l'adolescence. Ça, il y a 1000 observations de ce type et intuitivement, on sait qu'on n'est pas toujours logique, on n'est pas toujours rationnel, on n'est pas toujours logico-mathématique. Après, quand on fait de la recherche sur le domaine, il faut aller plus loin. Il faut se dire, mais alors, qu'est-ce qu'il faut apprendre ? Est-ce qu'il faut répéter la logique ? Parce que les individus n'ont pas compris la table de vérité, antécédent vrai, conséquent faux, etc. Ou est-ce que cette logique est disponible en mémoire, comme l'est le comptage pour l'enfant plus jeune, mais il y a un problème préfrontal, et vous souvenez-vous de la courbe de maturation qui n'était pas achevée chez l'ado et chez l'adulte, d'inhibition et d'activation de deux stratégies qui entrent fortement en compétition. Et donc, là, on n'en sait rien. Donc, pour le tester, il faut faire des expériences, et ce qu'on appelle ces expériences, la psychopédagogie expérimentale, c'est-à-dire qu'en laboratoire, on va créer plusieurs conditions d'apprentissage, comme on le ferait en classe. Et moi, quand je conçois ces apprentissages, c'est comme je concevais mes leçons quand j'étais face à des classes comme instituteur, sauf que là, ce sont des résultats qui doivent être très contrôlés, strictement identiques chez tous les individus qu'on observe. Sinon, vous ne publiez pas vos données scientifiques. Et ce qui est logique, c'est comme en médecine, si on teste des traitements, il faut que tous les traitements dans les groupes contrôle, les groupes expérimentaux aient été... à part la différence qu'on étudie, c'est toutes choses égales par ailleurs. Donc ici aussi, et c'est pourquoi cet aspect expérimental, ce n'est pas pour le plaisir, même s'il y en a, de la science et de l'expérimentation, c'est parce que c'est la condition pour laquelle on puisse tirer des conclusions qui soient potentiellement utilisables et fiables et qui sont expertisées avant publication. Donc deux conditions, l'une où à partir d'un autre problème qui est isomorphe du point de vue de la logique, je redirai quelques mots après, soit on va apprendre, réexpliquer à l'élève la logique de la tâche sur, sur un matériel isomorphe, on va lui expliquer la logique de la tâche, donc lui réapprendre en quelque sorte la table de vérité et l'usage de la table de vérité, soit on va non pas lui expliquer froidement et formellement la logique de la tâche, mais on va lui apprendre à inhiber et activer les deux stratégies qui entrent en compétition. Et cela se fait qu'une autre tâche de raisonnement extrêmement connue, qui s'appelle la tâche des 4 cartes, ou la tâche de Oezen, qu'on a sélectionnée parmi toutes les tâches de raisonnement existantes dans la littérature, parce qu'elle déclenche avec un autre matériel le même type d'erreur. Donc l'automatisme qu'il faut inhiber est le même, l'heuristique qu'il faut inhiber est la même, c'est l'appariement perceptif avec les éléments cités dans la règle. Ici c'est carré rouge, cercle jaune, et là c'est A et 3. Et l'algorithme est le même, il faut être capable de sélectionner une situation où l'antécédent vrai, le conséquent est faux. Alors, c'est un peu de technique expérimentale, mais quand on fait des apprentissages de ce type, on va essayer de tester ce qui manque à l'élève pour réussir. On va donc faire des hypothèses sur ce qui pourrait lui manquer. Là, c'est de l'hypothético-déductif appliqué à la recherche. Et ce qui peut lui manquer, on dit c'est l'inhibition. On va lui apprendre l'inhibition dans ce cadre-là. Ce qui lui manque, c'est la logique. On va lui apprendre la logique. Et on fera des groupes différents avec des conditions d'apprentissage différentes. En pré-test, c'est-à-dire avant l'apprentissage et en post-test, on fera le test clé
des formes géométriques qu'on a vues tout à l'heure, et pour voir quel type d'apprentissage va entraîner une correction d'erreur. Et pourquoi on fait du matériel différent, pour que ce ne soit pas simplement un apprentissage, pour dire rapidement, de type perroquet, répétition de la bonne réponse, mais pour voir si ça a touché un mécanisme fondamental dans le cerveau de l'enfant qui fait que cette capacité qu'il aurait apprise à inhiber l'appariement perceptif pour activer l'algorithme antécédent vrai, conséquent faux, il sera capable de le transférer dans une situation dont le matériel est différent et dont la réponse est différente. Et on ne peut pas faire mieux ici que d'avoir comme matériel avant et après l'apprentissage, pré-test et post-test, les formes géométriques colorées, et comme matériel d'apprentissage, des cartes avec des lettres ou des chiffres qui sont évidemment un matériel tout à fait différent. Donc en aucun cas, l'apprentissage, ce que les individus finissent par faire tous, de la bonne et de la mauvaise réponse dans la situation d'apprentissage, ne le permettra d'utiliser tel quel dans la situation test et post-test. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des apprentissages métacognitifs, où on teste des processus centraux qui sont indépendants, on va dire, du niveau strictement cognitif, c'est-à-dire de la lecture du matériel elle-même. Et lorsque l'on fait ça, donc ce qu'on a d'abord découvert au niveau comportemental, et puis après on a refait l'expérience dans une caméra d'imagerie cérébrale, comme on l'a vu chez l'enfant, donc d'abord au niveau comportemental, on a en effet observé que dans le groupe dit contrôle, c'est-à-dire ceux qui ont simplement un apprentissage, on va dire classique, le matériel sur lequel on réexplique l'erreur et la réussite dans la tâche, on n'a pas de changement de performance. Et c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Dire quand on se trompe à partir d'un automatisme, si on répète la tâche ou des tâches comparables, on continue de se tromper parce qu'il n'y a pas de prise de conscience de l'erreur. On pense que l'automatisme marche. Il y a même là, par exemple, c'est anecdotique, mais l'un des sujets qui avait réussi et qui, à travers la répétition, s'est trompé. Donc, outre le fait que chez tous ceux qui se trompent, ça ne sert à rien, parfois la répétition de la tâche peut faire qu'une réponse spontanée fait quand même retourner à l'automatisme. En revanche, l'apprentissage exécutif au contrôle inhibiteur, c'est-à-dire on va leur apprendre à, je ne vais pas réexpliquer le détail de la tâche parce que ça complexifierait les choses, je pense que vous me faites confiance si je vous indique que c'est une tâche isomorphe sur le plan à la fois logique et psychologique, ce qu'il faut inhiber, ce qu'il faut activer. On leur apprend à inhiber A et 3, qui sont les éléments cités dans la règle, qui sont l'erreur massive, comme les carrés rouges, cercles jaunes, et qui est un strict appariement perceptif. Alors qu'en fait, dans ce problème, pour identifier une situation antécédent vrai, conséquent faux, on demande à l'enfant, à l'élève, quelle carte il faut retourner pour vérifier que la règle est exacte. Il faut en fait retourner les cartes A et la carte 7. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher une carte 7 qui n'est pas du tout citée dans la règle, comme par exemple le carré bleu tout à l'heure, parce que c'est un cas de figure qui est susceptible de rendre la règle fausse. Donc on fait l'apprentissage, un instant, l'apprentissage sur cette tâche. Lors de l'apprentissage, ce que vous devez bien comprendre, c'est que quel que soit le groupe pédagogique, on va dire, tous les individus finissent par réussir, finissent par comprendre, parce qu'on passe par le chemin de la logique ou par le chemin de la logique plus l'inhibition, on a quand même des cerveaux et on finit par comprendre la tâche. Néanmoins, ce qu'on regarde, c'est si, dans une tâche logiquement et psychologiquement isomorphe après, selon l'apprentissage qu'ils ont eu, s'ils vont ou non transférer dans la tâche où ils s'étaient initialement trompés. Et c'est là que la différence est majeure, c'est-à-dire la correction d'erreur ne survient que chez ceux qui ont eu l'apprentissage exécutif, donc pour dire vite, une pédagogie du cortex préfrontal, alors que ceux qui n'ont eu que l'apprentissage logique finissent par réussir et comprendre bien évidemment la tâche de l'apprentissage, mais ne vont pas le transférer dans une situation qui psychologiquement présente les mêmes pièges, alors qu'elle est logiquement identique. Par ailleurs. J'ai vu votre main, mais il faut que j'achève l'explication. Quand on regarde ce qui se passe au niveau cérébral, alors vous ressentez bien que c'est une situation qui est très comparable, mais dans un domaine différent de l'architecture cognitive, à la tâche des jetons et longueur égale nombre chez l'enfant plus jeune. Domaine de complexité plus grand, mais un piège visio-spatial, longueur égale nombre. Ici, un piège visio-spatial, l'appariement perceptif, se focaliser sur les éléments cités dans la règle, et qui est une heuristique, donc, et un algorithme plus complexe, soit le comptage chez l'enfant plus jeune, soit ici la table de vérité quand c'est dans vrai, conséquent faux. Quand on regarde ce qui se passe dans le cerveau des individus, alors là, on va regarder chez ceux qui créent ce que j'ai appelé au début de la conférence la vicariance cognitive, c'est-à-dire ceux qui vont parvenir à utiliser un chemin différent, une stratégie différente pour résoudre le même problème. C'est là la promenade dans les jardins de l'intelligence. Vous voyez que le cerveau des mêmes individus
pour résoudre le même problème, peut soit utiliser sa partie postérieure, très perceptive, visio-spatiale, soit son cortex préfrontal. Et ceux chez qui on observe, les élèves chez qui on observe cette flexibilité neurocognitive, donc ce sont deux images différentes des mêmes cerveaux en pré-test et en post-test, en imagerie fonctionnelle. Donc là, c'est quelle partie de leur cerveau va travailler pour résoudre la même tâche. Très souvent, en imagerie cérébrale, vous voyez des régions différentes qui s'allument pour des tâches différentes. C'est très bien, c'est très intéressant. Il faut une cartographie anatomo-fonctionnelle, une genre de mosaïque, mais ce n'est pas ça qui est montré ici. Ce qui est montré ici, c'est comment, dans la même tâche, psychologiquement, les individus vont prendre des chemins différents et que ces chemins de résolution différents, ces vagues par rapport au modèle dynamique et non linéaire, ces vagues vont correspondre à une réalité biologique différente, c'est-à-dire que là, vous avez, avec la partie postérieure du cerveau, donc le lobe, la partie occipito-temporale et occipito-pariétale, la stratégie d'appariement perceptif, tous les sujets qui répondent carré rouge, cercle jaune. Et chez ceux qui sont capables d'inhiber carré rouge, cercle jaune pour activer carré bleu, losange vert, vous avez, et seulement chez ceux-là qui ont eu une intervention pédagogique, psychologique, éducative, d'apprentissage à l'inhibition, chez ceux-là, une mobilisation du cortex préfrontal qui font qu'ils résistent à la partie perceptive de leur cerveau, ils inhibent le piège visio-spatial et ils appliquent une stratégie logique qu'à l'évidence ils possédaient déjà, mais qui était court-circuitée par l'automatisme d'appariement perceptif qui dominait compte tenu des éléments cités dans la règle, de la question, du fait qu'on raisonne bien sûr, on se dit qu'il faut rendre la règle fausse. Donc comme il y a une négation dans l'antécédent, si je mets la même chose que ce qu'il y a dans la première partie de la règle, ça va rendre la règle fausse. Donc il y a bien une forme de raisonnement, mais qui est tout à fait intuitif, perceptif, qui n'est pas logico-mathématique. Et dès le départ, on a vu que le choix de carré bleu exigeait l'inhibition de carré rouge. Donc, je prendrai la question après. Donc, cet exemple pour vous dire qu'il s'agisse du développement du nombre chez l'enfant d'école maternelle, où on a vu qu'il y avait des chemins différents dans le jardin de sa mémoire, soit répondre de façon très rapide, très impulsive, il y en a plus là parce que c'est plus long, longueur égale nombre, ils ont raison de prendre ce chemin. Ils marquent presque tout le temps. On l'a vu dans les livres pour enfants, dans les rayons des supermarchés, dans les tableaux didactiques, dans les classes. Néanmoins, parfois, pour être intelligent, il faut avoir une conduite de détour, ce qui est connu dans tout le règne des vivants. C'est aussi vrai au niveau intellectuel. Il faut être capable d'inhiber le chemin le plus tentant, par exemple répondre longueur égale nombre, pour aller prendre un chemin un peu plus biscornu, mais qui est la réponse adéquate. Et donc, le chemin est disponible, mais il faut, avant de l'activer, inhiber la tentation dominante. Et c'est un phénomène du même ordre qu'on vient de voir pour le raisonnement logique chez l'adolescent et chez l'adulte. Tous les élèves interrogés sont capables de sélectionner une situation où une règle est transgressée. On est dans les conditions d'application de la règle et on transgresse la condition d'action, mais ne l'applique pas du tout spontanément. Et le décalage par rapport à la logique, il n'y a pas l'exception, comme nous l'a décrit Piaget, mais vraiment la règle. À ce moment-là, ça impose de mettre au centre du fonctionnement du cerveau, de la mémoire, de l'intelligence, les fonctions exécutives, d'inhibition et d'activation, parce que si le décalage est la règle, il faut être capable de résister au décalage, et c'est ça l'intelligence, plus que, même si c'est important par ailleurs, la cristallisation et l'accumulation des stratégies en tant que telles. Alors, on réalise beaucoup d'applications en classe psychopédagogique à partir de ces résultats. L'essentiel pour nous, en termes de retombées sociétales, d'applications, c'est de voir comment, dans les différents cycles, de la maternelle au secondaire, voire à l'université, les enseignants peuvent s'approprier ces résultats et essayer de les appliquer à des situations et des blocages qu'eux-mêmes rencontrent dans leur classe. Donc, depuis un certain nombre d'années, mon laboratoire réalise avec différentes académies des groupes, des GFA, groupes formation-action, où les professeurs sont libérés de leur classe et, je le dis en l'absence du recteur, vous pourrez lui répéter, sont libérés de leur classe et remplacés, pas énormément de journées, mais quelques journées, rencontrent l'équipe de recherche, on discute comme on le fait là, on présente des résultats de ce type, et ils essayent d'imaginer comment ça pourrait s'appliquer en classe, pas pour les situations qui marchent bien. On n'a pas besoin de la science et des neurosciences pour ce qui marche très bien, spontanément, en pédagogie en classe, pour les situations de blocage. Alors, soit on en reste à une conception classique, si l'enfant se trompe, il n'a pas la notion, modèle linéaire et hiérarchique de Piaget, on va lui réapprendre la notion, mais si malgré ça, ça bloque, il faut bien d'autres clés. Et c'est à ce niveau-là que nos résultats interviennent. Par exemple, vous voyez dans cette classe de grande section,
Il y a d'abord le problème du groupe. Nous, on a la possibilité de faire des expériences individuelles. Les enseignants nous disent d'emblée, c'est très difficile. On imagine que ce que vous dites est cohérent avec une pédagogie individualisée, et ce l'est, mais comment faire en pédagogie de groupe? Première réflexion très intéressante. Ils innovent, ils imaginent. Et donc, ils ont fait des groupes selon les niveaux de difficulté, avec le même type de blocage, le même type d'erreur, et les apprentissages que nous faisions en individualisé, parce qu'il y a un enregistrement du cerveau, c'est nécessairement dans une caméra où l'individu est seul, ils le font en groupe de façon synchrone. Vous voyez qu'un matériel du même type, un filtre sélectif, inhibiteur, activateur, ils le font de façon synchrone sur des difficultés qu'ils rencontrent. Je vous donne plusieurs exemples. Pour le primaire, par exemple, l'une des difficultés qui nous a été rapportée, qui est connue par ailleurs, c'est la difficulté de conversion des unités. Si on présente deux chiffres dans des unités différentes et qu'on demande de les comparer, l'automatisme que les enfants appliquent immédiatement, c'est de dire que le chiffre le plus grand correspond au nombre le plus grand. Or, il fallait faire la conversion des unités. Et quelquefois, si on fait la conversion des unités, c'est le chiffre le plus petit qui est le plus grand. Donc l'algorithme à activer, c'est la conversion des unités. Et ce qu'il faut inhiber, c'est la comparaison directe des nombres. En orthographe, des exemples du même type. Vous lisez dans les emails, sur les copies de vos élèves, je vous le dirai, EZ. C'est très fréquent, plus on écrit vite les emails, on le fait. Donc c'est une erreur très fréquente et qui existe aussi à tous les niveaux de la scolarité. De la même façon, les enseignants essaient d'appliquer des situations où on apprenait non pas à l'enfant la règle de l'accord avec le sujet qu'il connaissait et qui ne servait à rien de le répéter, mais à quelquefois inhiber l'automatisme d'appariement avec le mot le plus proche, où je les mange en mettant ENT à mange. Et donc peu à peu, là c'est venu d'eux-mêmes, les groupes des enseignants ont ressenti que les difficultés qu'ils rencontraient dans ces domaines, de l'orthographe, des maths, pouvaient relever de défauts exécutifs préfrontaux d'inhibition et d'activation, et qu'il faut toujours être capable d'inhiber les automatismes, et que dans certains cas, la répétition des seules règles ne lève pas le blocage. Et par exemple, dans cette classe chez les petits, c'était un jeu de conscience phonologique, donc vous savez que c'est un prérequis à l'apprentissage de la lecture. Et si on dit à l'enfant, par exemple, tu dis le mot qui va le mieux avec chapeau, sur le plan phonologique. Donc on attend de lui qu'il dise bateau. Voilà, très souvent, les enfants disent tête. Parce que c'est le moment où on leur apprend les associations sémantiques. Et pour eux, la stratégie sémantique domine par rapport à la stratégie phonologique, dont tout le monde est conscient qu'elle est pourtant beaucoup plus précoce. La phonologie et la détection de régularité phonologique est beaucoup plus précoce. Il y a ainsi 1000 autres exemples, enfin 1000, pas 1000, mais des dizaines d'exemples dans les classes où ces types de résultats peuvent donner lieu à ce qu'on appelle des transferts psychopédagogiques et où le processus d'appropriation par les enseignants est capital. Et après, c'est ça pendant plusieurs années, avec un bilan à mi-année, en fin d'année. Après, lorsqu'il y a vraiment un phénomène qui semble émerger dans la réalité, on va dire, écologique et pédagogique de la classe, nous, on reprend le dispositif sous forme d'expérimentation, plus contrôlée, plus individuelle, et on voit si, au niveau expérimental, et on est en train de faire 2 publications sur ces sujets, 2 des exemples que vous évoquez, si on retrouve ces résultats de façon plus contrôlée et plus expérimentale en laboratoire, et dans un certain nombre de cas, on confirme ces observations. Je vous remercie de votre attention et nous allons prendre des questions.